Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous asseoir pour qu'on puisse commencer. Ce qui va faire venir les gens qui sont à la pause café déjà. Et donc, pour un petit rappel, il y a un peu plus de 50 ans maintenant, se tenait au palais à la maison de l'UNESCO le premier colloque sur le solaire et l'humanité, au solaire au service de l'humanité. Nous avons dans la salle 2 personnes qui participaient à ce colloque en 1973. Alain Liébard qui est dans la salle et à la tribune... Où il est dans la salle, Alain? Voilà, ouais, bah oui, il faut qu'il se lève quand même. À la tribune, Wolfgang Pals qui va vous dire quelques mots. Et juste pour vous rappeler, il fallait avoir un sacré esprit visionnaire pour organiser un colloque sur le solaire en 1973. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui imaginent quel était le marché du solaire photovoltaïque en 1973. Le marché mondial était de 10 kW. J'ai bien dit kilowatts, je ne me suis pas trompé d'unité, c'était 10 kW. Et le prix était de $100 par watt. Donc vous allez voir tout à l'heure qu'on a fait quand même pas mal de progrès depuis. Et donc pour célébrer donc ce 50e anniversaire, on a, sur l'initiative de Daniel Linco, décidé d'organiser cette journée d'études qui, vous allez le voir cet après-midi, est très tournée vers la prise de pouvoir des collectivités et des citoyens. Et donc, je vais inviter les différents orateurs à vous dire un petit mot de bienvenue. Et je vais commencer par, à tout seigneur, tout honneur, la personne qui est à l'origine de cette manifestation aujourd'hui, hein, donc, qui est Daniel Linco, qui est directeur... qui a été donc directeur de recherche au CNRS et qui était un des piliers de la recherche sur le photovoltaïque. Donc, Daniel, c'est à toi. Merci Jean-Louis, merci pour ton introduction. Et puis, vraiment, merci à tous, merci à Jean et à Wolfgang d'être ici. C'est un grand honneur et surtout un énorme plaisir d'avoir réussi... non, c'est le suivant. Ça, c'est les transparents de réserve, ça. Attends, il faut prendre là, ici, là, voilà. C'est bon ? Voilà, donc je vais aller très très rapidement. L'introduction de Jean-Louis est assez extraordinaire. Ce congrès, il était fantastique parce que c'était un congrès avec une vision, comme on les aime et comme je les aime, c'est-à-dire une vision universaliste et humaniste. C'est le soleil au service de l'homme, alors on dirait maintenant au service de l'humanité, et on dirait peut-être plus au service aussi. C'est pour ça qu'on a renommé un peu cette session « Soleil et humanité », pour monter une relation qui n'est pas une relation uniquement de dépendance à sens unique. Et ce congrès, il avait quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est un congrès joyeux. Et tous les représentants le disent, et vous avez une personne qui est Jean-Marc Reiser, auquel je rends un hommage, c'est aussi le 40e anniversaire de son décès. Et Jean-Marc Reiser était présent au congrès, et il a dessiné des tas de planches, et en particulier celle-ci, qui est la planche de l'inauguration, alors Palais de l'UNESCO, 6 juillet, congrès solaire. Et alors, une allocution, et je vous invite à regarder Rameau avec l'hymne au soleil, et c'est en fait, tout le monde a chanté dans la salle de l'UNESCO, et puis la personne qui chantait, c'est le professeur Auger, que beaucoup de physiciens connaissent. Hein. Donc, monsieur Auger ne faisait pas que de la physique, il s'intéressait à l'humanité également, et à côté, vous avez les travaux pratiques, et c'était aussi une énorme leçon, un congrès expérimentateur. Le suivant, c'est... Voilà. Et puis, c'est aussi un congrès visionnaire. En 1973, ils en rêvaient. Et il fallait, comme l'a dit Jean-Louis, être quand même sacrément culotté pour pouvoir dire qu'un jour, les prix allaient se rattraper. Mais Reiser, il a fait un dessin. Et il a dit, attendez, moi c'est simple, le solaire, il envoie à la base une énergie gratuite, et de l'autre côté, finalement, les autres énergies vont augmenter. Et donc, il s'est dit, nous, on est là, vous pouvez rigoler. Ceci dit, à un moment donné, si ça va dans la bonne direction, ça va se croiser. Regardez ce qui s'est passé.
C'est exactement ce qui s'est réalisé. On a aujourd'hui un croisement et les énergies renouvelables dans leur ensemble deviennent compétitives sur le plan économique avec l'ensemble des énergies. Et je vous demande d'applaudir tous ceux qui, pendant toute cette période, ont travaillé à réaliser ça. Alors maintenant, on peut se poser la question, bon, on a fait le job. Qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Aujourd'hui, les défis sont autrement plus importants. Aujourd'hui, on est face à l'urgence climatique. Et vous voyez, la courbe de progression, c'est en exponentielle. Regardez les deux sources d'énergie, c'est sur l'électricité, ce sont le solaire, les deux sont du solaire et de l'éolien. Et regardez aujourd'hui les croisements des courbes. Notre job aujourd'hui, notre devoir, c'est de faire en sorte que cette progression puisse se continuer, de trouver tous les moyens pour le faire, pour que nous puissions contribuer avec les énergies renouvelables à la réduction du CO2. Et je vous ai montré que 10 terawatts de photovoltaïque économisent 10 gigatonnes de CO2. Et voilà les scénarios qui sont présentés. Il faut absolument que les énergies renouvelables, tout ensemble, contribuent à faire de la chose de droite une réalité. Et puis finalement, c'est la chose incroyable avec une exponentielle, c'est qu'on ne voit rien à un moment donné. Tout le monde peut dire que ça n'existe pas. Et après, on finit par voir quelque chose qui devient pour tout le monde. On le voit avec les ordinateurs, etc. On prévoit d'installer, rien qu'en solaire, entre 500 et 1 térawatts par an dans les années qui viennent. L'humanité consomme la puissance de 17 térawatts. Il faut faire de l'énergie solaire partout où c'est possible, et attention, où c'est acceptable, éthiquement, écologiquement. Et il y a un élément essentiel qui souvent manque à l'équation, c'est qu'il faut une mobilisation citoyenne exceptionnelle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce congrès. Il faut absolument, c'est le défi du cinquantenaire. Et puis, il y a un jeu intéressant. Vous allez vous balader sur Google Earth. Et pourquoi c'est important que le solaire revienne au niveau des citoyens? Regardez, je ne sais pas si c'est ma ville, peut-être. Et je me suis amusé à Minatech, à Grenoble, il y a quelques années, un Où est Charlie? Vous allez chercher Port-Vendre, PV en initiale. Vous regardez l'avion, il faut chercher, comme Charlie, les toitures photovoltaïques. Eh bien, ce que je voudrais, ce dont je rêve, moi, c'est que demain, alors le voilà chez Charlie, la petite maison qu'elle a une toiture solaire. Les autres n'en ont pas. Et il y en a plein qui sont plein sud. Et regardez, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il faut qu'en 2030, ce soit le contraire, que Charlie, ce soit les espaces artificialisés qui ne sont pas couverts de solaire. Et pour ça, on a besoin absolument du collectif citoyen, absolument aussi de bâtiments à énergie positive, c'est la nouvelle frontière. Et là, je vous recommande d'aller voir la vidéo de Norman Foster faite avec Solaragentur qui est présente à cette assemblée. Je vous remercie et puis bonne réunion. Merci. Merci Daniel. Donc je vais maintenant inviter notre climatologue national Jean Jouzel, que vous connaissez tous, je ne vais pas vous le présenter, mais il a cette particularité, c'est qu'il revient de Dubaï et qu'il va pouvoir nous donner quelques nouvelles de la COP 28. Jean? Bonjour à tous et à toutes. Merci Daniel de m'avoir invité, d'avoir organisé ce colloque. Alors, on en a eu un dans cette salle il y a combien, 4 ans? Oui. 4 ans. Hein. Voilà, merci Jean-Louis, merci à Wolfgang d'être là. Oui, effectivement, je pense qu'une des bonnes nouvelles de Dubaï, c'est ce qui est affiché, de tripler la puissance, enfin de tripler la production de renouvelables d'ici 2030. Alors je crois que le chiffre que cité, c'est 13 terawatts. Hein, donc alors. Voilà, donc c'est peut-être la seule bonne nouvelle actuellement. Alors, les négociations ne sont pas terminées. C'est peut-être la seule bonne nouvelle actuellement. Jules me disait qu'il y a quand même des hauts et des bas dans le renouvelable, mais on peut considérer que c'est peut-être une bonne nouvelle. Peut-être quelques chiffres pour rappeler ce que dit le GIEC par rapport au renouvelable. Disons, le rapport du GIEC, voilà, on émet, allez, grosso modo, 45 milliards de tonnes de gaz carbonique chaque année, dont 38 milliards liés aux combustibles fossiles. On y ajoute 12 à 15 milliards pour les autres gaz à effet de serre. On arrive à peu près à 60 milliards, un peu moins, entre 55 et 60 milliards d'équivalence CO2. Ce que nous dit le rapport du GIEC, c'est que si on s'était retroussé les manches, peut-être le fera-t-on, entre aujourd'hui et 2030, eh bien, nous aurions
pu grosso modo gagner 10 milliards de tonnes à travers le renouvelable, alors solaire et éolien, largement, biomasse, mais voilà, c'est quand même... Et à peu près, dans le meilleur des cas, 1 milliard de tonnes pour le nucléaire et aussi 1 milliard de tonnes pour le piégeage et stockage du CO2. Effectivement, ça montre que, alors actuellement, c'est pour ça, disons solaire, disons renouvelable, piégeage, stockage du carbone et nucléaire sont sur la même ligne, comme s'ils étaient au même plan. Il y a une différence. C'est très clair. Je rappelle simplement que, à l'échelle planétaire, voilà, donc c'est vraiment le renouvelable qui, si on arrive à neutralité carbone à horizon 2050, ça sera très très largement grâce aux renouvelables. Voilà, donc, alors, pourquoi c'est une des seules bonnes nouvelles pour le moment? Alors, les négociations ne sont pas terminées. Bon, il n'y a pas vraiment d'ambition dans les propositions qui sont faites. Je ne sais pas si certains les ont vues. Donc, il y a le quatrième document est en train de se discuter. Il doit être midi à peu près à Dubaï. Et, disons, le président Al-Jaber aurait souhaité que ça se termine à midi, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Voilà, donc, pourquoi? Alors, le problème, quand même, la mauvaise nouvelle, c'est que, oui, on va tripler, on envisage de tripler le potentiel de renouvelable d'ici 2030, mais on n'envisage pas, pour le moment, de diminuer les émissions liées aux combustibles fossiles. C'est tout ça le problème. C'est-à-dire que, pour le moment, c'est additif. Donc, voilà. Ce qu'il faudrait, évidemment, c'est qu'on commence enfin à ce que le renouvelable remplace vraiment une utilisation des combustibles fossiles. C'est le souhait que nous avons tous, je crois. Voilà, et parce que voilà, nous sommes délibérément vraiment toujours partis sur cette trajectoire vers plus 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle, c'est-à-dire des régions qui pourraient devenir invivables, tropicales, équatoriales. Alors au sens du GIEC, c'est simplement, ce sont des régions où on ne peut pas avoir d'activité normale, physique ou sportive dehors. On peut pas, voilà. Donc ça, dans le GIEC, c'était une hypothèse assez lointaine. Et puis, en juillet dernier, en Iran, entre 50 et 55 degrés, le gouvernement iranien n'a eu d'autre solution que de demander à ses ressortissants de rester chez eux. C'était tout simplement invivable dans le sens du GIEC. Et si vous regardez une carte à plus 3 degrés, dans les régions tropicales et équatoriales, beaucoup de ces régions, sur une certaine partie de l'année, deviendraient invivables. Donc c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Voilà, donc voilà, je plaide pour, bien sûr, le développement des renouvelables. Nous sommes là, le développement du solaire, mais de l'ensemble des renouvelables. Bien sûr, disons, les méthodes complémentaires, disons, le nucléaire ne sera toujours qu'un complément. Le piégeage stockage du carbone pose vraiment une question d'éthique, c'est-à-dire que, voilà, on est parti, on va continuer, maintenant, aujourd'hui, voilà, la décision est de continuer à émettre du gaz carbonique, à utiliser des combustibles fossiles et à demander, parce que dans le meilleur des cas, disons, ça ne serait que quelques pourcents d'extraction, mais on demande aux jeunes d'aujourd'hui, finalement, d'enlever de l'atmosphère ce que nous y mettons aujourd'hui. Et ça, du point de vue éthique, il y a vraiment un véritable problème. Voilà, donc en tout cas, je prends comme une bonne nouvelle cette ambition du renouvelable affichée à la COP et qui va certainement être acceptée. Ça, c'est très clair. Alors après, il faut la faire. Ce n'est pas si simple de tripler. Alors je ne sais pas pour la France, Jules, vous avez peut-être mieux les chiffres que moi, mais tripler en France d'ici 2030, ça ne va pas être simple si on s'aligne là-dessus. Voilà, et je suis très heureux d'être avec vous et merci de m'avoir invité. C'est vraiment un très bel anniversaire. Merci beaucoup. Oui, merci Jean Jouzel. Moi, la leçon que je tire, mais qui n'est pas nouvelle, de cette COP28, c'est que tant que l'industrie des fossiles aura à répondre à de la demande, ils continueront à explorer, à forer, etc. Et c'est exactement le discours tenu par le PDG de notre société nationale. Donc, la responsabilité, elle est chez nous, dans les pays consommateurs d'énergie. Il faut faire baisser la demande. Et donc, les énergies renouvelables, c'est un des moyens de faire baisser la demande. Il y a aussi toute la maîtrise de l'énergie et la sobriété. Et donc, on doit
petite indication avant de passer la parole au dernier orateur. Le titre de la conférence, donc, c'est Solaire et humanité. Alors, quand on parle de solaire, dans notre esprit, organisateur de cette conférence, on entend l'ensemble des énergies renouvelables qui, pour la grande majorité, découlent directement ou indirectement du solaire. Donc, c'est aussi bien la biomasse que l'hydroélectricité. Et on y a ajouté la géothermie, qui est partiellement issue du solaire. Mais donc, on veut parler aujourd'hui de l'ensemble des énergies renouvelables. Alors maintenant, je vais donner la parole au troisième orateur de cette session d'ouverture, avant de faire passer le message d'Agnès Pannier-Runacher, qui est retenu dans les dernières heures de négociations à Dubaï. Wolfgang Pals, je pense que la majorité d'entre vous le connaissent parce que ça fait 40 ans, 50 ans que tu travailles dans notre secteur de l'énergie solaire. 60. Bon. Et donc, il était... Il était mon contractant à Bruxelles, hein, oui. le monsieur là. Il était non seulement présent au colloque de 73, mais il en était un des organisateurs, parce qu'il travaillait à l'époque au CNES, donc le Conseil national de l'énergie spatiale, qui est... Centre national d'études. Centre national, d'accord. Et donc, il a été un des organisateurs de cette conférence de visionnaires. Donc, on se répète avec Daniel, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc, Wolfgang a ensuite occupé des fonctions importantes à la Direction générale de la recherche à la Commission européenne, et il a notamment porté à bout de bras le développement du photovoltaïque en Europe, que ce soit en France, en Allemagne, etc. Donc, je vous demande de l'applaudir. Et je lui donne la parole. Ça marche? Oui. Je suis un vieux monsieur, alors je reste assis. Donc, bonjour tout le monde. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Et surtout, je suis content de voir Alain Liéba parmi nous. On a beaucoup travaillé ensemble. Hein. On était de très, très bons amis. Et il était un peu malade, il avait disparu un peu. Et qu'est-ce que je suis content de le revoir, parce qu'il y a quelque chose. Nous deux, nous étions les seuls à être présents à cette conférence en 73. 73. C'était 5 ans après les événements du mois de mai 68, où il se sont passées beaucoup de choses à Paris déjà. Moi, j'habitais déjà au quartier latin et c'était intéressant. Donc, 73. Et 73, cette conférence, c'était quand même une grande conférence. C'était 1000 personnes. Les grosses têtes des États-Unis sont venues, surtout intéressées par le photovoltaïque d'ailleurs, des Anglais qui étaient très actifs, UK ISIS, il faut les mentionner, un peu les Allemands, les Russes, de l'Académie des sciences. Il y avait des Israéliens, Tabor, je me souviens, hein, tu te souviens, Alain, Tabor. Eux, ils étaient surtout intéressés par la thermique et le dessalement de l'eau, évidemment. Voilà. Et moi, j'étais responsable de l'organisation de la partie photovoltaïque, qui, depuis, l'a emporté haut les mains. Et à l'époque, je n'étais pas à Bruxelles, j'étais
ingénieur au CNES, pas au SNES, hein, au CNES. Ici, au siège, Paris, rue de l'Université. Et nous, on était convaincus du photovoltaïque. Le CNES, tout le monde a suivi. Nous voulions faire du photovoltaïque grande échelle. Mais avant d'élargir ce thème-là, je voudrais quand même rappeler ce qui s'est passé en photovoltaïque à cette époque-là, 73. En tout, ça a été mentionné par quelqu'un, on avait à cette époque-là installé dans le monde, pour tout et pour tout, quelques kilowatts, n'est-ce pas? Après sont venus les mégawatts, les gigawatts. Le premier gigawatt mondial a été installé en tout en l'an 2000. La moitié au Japon d'ailleurs, la moitié au Japon. Puis sont venus les Allemands, sont venus les 10 gigawatts, les 100 gigawatts, là c'était encore les Allemands. Et puis sont venus les Chinois. Sans les Chinois, on serait en photovoltaïque encore à l'âge de pierre. On doit tellement de choses aux Chinois. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est donc, l'année dernière, passé à 1000 gigawatts, 1 terawatt l'année dernière. Au jour d'aujourd'hui, on est à 1500 gigawatts de photovoltaïque. Le photovoltaïque dépasse toutes les autres énergies en volume d'installation et en coût. Le photovoltaïque est aujourd'hui déjà, pas seulement demain, demain évidemment, la source d'électricité la moins chère sur le marché, beaucoup moins chère que le nucléaire, messieurs, dames. Le photovoltaïque est le moins cher aujourd'hui. Il ne faut pas seulement penser Dubaï et qu'est-ce qu'on va faire, etc., 2030. Aujourd'hui, c'est le moins cher. Voilà, alors c'était une corrida, c'est pas venu tout seul, et donc, puisque c'était un thriller, le photovoltaïque, tout le livre raconte l'histoire du photovoltaïque. Et comme ça a été mentionné tout à l'heure par Daniel, il se doit que le livre est dédicacé à Reiser. Reiser, un type absolument extraordinaire. Il était aussi un bon ami. Malheureusement, il a disparu beaucoup trop tôt. Mais nous, on travaillait avec la SAT dans le 13e sur le photovoltaïque, sur les couches minces, etc., etc. Mais on a découvert le photovoltaïque en grand, les perspectives, comme ça a été montré ici, par Reiser. Nous avons appris le photovoltaïque chez Reiser. Et donc, le livre a été dédicacé à lui avec cette fameuse photo, le petit monde en photovoltaïque. Quel type extraordinaire. Bon, le livre, je laisse un peu les brochures encore. Il est disponible aussi chez Amazon et il ne coûte pas très cher, 30 €. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 73? Qu'est-ce qui s'est passé en 73? Il n'y avait pas seulement notre petite conférence. Il y avait la première grande crise de l'énergie. Parce que, comme ça se fait maintenant, à l'époque aussi, il y avait la guerre d'Israël avec ses voisins arabes. 73. Et les Arabes se sont fâchés. Et pas comme maintenant où ils font gentiment une petite conférence COP 28. À l'époque,
ils se sont vraiment fâchés, ils ont augmenté le prix du pétrole, donc multiplié par je ne sais plus combien. Et c'était le choc aux États-Unis, en Europe, partout. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut travailler à partir de maintenant sur notre autonomie énergétique. En France, en particulier, on a dit ça. Il faut devenir moins dépendant des importations du pétrole. Et il faut y aller tout de suite. Alors, comment faire? Quelles sont nos sources? Quelles sont nos sources? Oui, monsieur? J'ai promis que je ferai attention au temps. Alors, j'arrête. Merci Wolfgang, merci pas seulement pour les quelques mots que tu viens de me présenter, mais pour tout ce que tu as fait au cours de ces 60 ans. Et je pense que toute la communauté des énergies renouvelables t'en est reconnaissante. Et à la fin de cette journée, nous allons vous proposer une déclaration que nous vous inviterons à signer lors du cocktail. C'est bien ça, Daniel? Oui, c'est ça. Et qui résume un peu l'engagement que les citoyens peuvent et doivent prendre si on veut réussir cette transition. Je vais maintenant donner la parole à la ministre Agnès Pannier-Runacher, qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, est retenue à Dubaï. Bonjour à toutes et à tous. Je ne peux malheureusement pas être avec vous aujourd'hui au Collège de France pour votre journée d'études dédiée au 50e anniversaire du Congrès international de l'UNESCO, Le Soleil au service de l'humanité. Votre journée d'études sera source, j'en suis certaine, d'échanges passionnants. D'échanges probablement sur les grandes avancées technologiques des années 70 et 80, qu'il s'agisse de nucléaire civil ou d'énergie renouvelable. Ces avancées nous permettent, 50 ans plus tard, de disposer d'outils puissants et décarbonés pour faire face aux défis du siècle, celui de la lutte contre le dérèglement climatique et de la sortie des énergies fossiles. Vos échanges permettront aussi de rappeler que comme nous avons su le faire il y a 50 ans, nous allons avoir besoin de continuer d'innover si nous voulons réussir la transition énergétique. Face à une transformation dont l'ampleur est sans équivalent depuis la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle, nous allons avoir besoin de nouveaux outils. Oui, nous allons avoir besoin de construire les mobilités de demain, de développer de nouveaux vecteurs énergétiques, d'inventer les solutions qui permettront de baisser notre consommation d'énergie ou d'améliorer le rendement des énergies renouvelables. Votre journée d'études sera également l'occasion, bien sûr, d'évoquer le rôle crucial de ces énergies renouvelables pour réussir notre transition. Nous devons continuer de les déployer partout où cela est possible et où l'acceptabilité locale existe. Sous terre, sur mer, dans les airs. Ces énergies renouvelables, notamment celles du soleil, sont, comme vous le dites, une grande chance pour l'humanité. C'est pour cela que dans la loi d'accélération des énergies renouvelables que j'ai faite adopter en début d'année, j'ai porté des mesures afin d'en accélérer le déploiement. Par exemple, nous pouvons déployer massivement le solaire photovoltaïque sur toutes les zones déjà artificialisées. Ce n'était pas possible. Les délaissés ferroviaires, autoroutiers ou encore tous les parkings du pays de plus de 1500 m². La prochaine programmation énergétique de la France entérinera cette grande ambition dans le solaire. Concrètement, elle fixera l'objectif de multiplier par 2 la cadence annuelle de développement des projets solaires. Pour vous donner une idée de ce que cela veut dire, avec cette nouvelle ambition, nous ferons tous les 3 ans autant que ce que nous avons fait ces 15 dernières années. Donc merci de mettre tous ces sujets à l'honneur aujourd'hui et merci aux nombreux orateurs de qualité d'intervenir pour nourrir vos réflexions et vos échanges. Très belle journée d'études à toutes et à tous et à très bientôt.